Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission hebdomadaire sur la santé. Ce matin, nous recevons un médecin de renom et je pèse mes mots puisqu'il s'agit d'un médecin qui est une référence en matière de chirurgie orthopédique, le professeur Pascal Koyoumdjian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de chirurgie orthopédique au CHU de Nîmes. Merci d'être avec nous puisque vous avez fait le voyage pour venir ici parler d'un sujet. Nous avions reçu il y a quelque temps déjà pour parler du mal de dos, le mal du siècle puisque tout le monde aura ou a eu mal au dos au cours de sa vie. Mais ce matin, on va parler d'un sujet qui est différent, c'est les prothèses, qu'il s'agisse des prothèses de genoux ou des prothèses de hanches. À qui s'adressent-elles? Pourquoi faire? Juste quelques chiffres pour commencer. On estime à 250 000 le nombre de prothèses de hanches et de genoux qui sont posées en France. Et ça va augmenter compte tenu du vieillissement. Mais vous allez voir aussi que les jeunes sont concernés aussi. Alors, une première question, professeur Koyoumdjian. Quel est l'âge moyen de la pose d'une prothèse? Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Et donc, bonjour à tous les auditeurs. L'âge moyen, c'est simple, c'est de dire qu'on vieillit tous et que, en gros, la vieillesse engendre des troubles au niveau articulaire et notamment sur les articulations portantes, qui sont les articulations notamment de la hanche, du genou, mais aussi de la cheville. Et clairement, on va dire que l'âge moyen, c'est 70, entre 70 et 80 ans. Alors, il y a bien sûr à la marge des patients qui ont des pathologies au niveau de la hanche et qui sont opérés plutôt de ces prothèses. Mais si on considère que une des causes, en tout cas des étiologies, comme on dit, majoritaires de la mise en place d'une prothèse est le vieillissement, on peut imaginer qu'à partir de 70 ans, en fonction de l'activité des patients, eh bien, il y a un risque d'avoir un vieillissement et donc la mise en place d'une prothèse. Pascal Koyoumdjian, la mécanique de cette émission, c'est que des gens vous posent des questions. On va écouter la première question. Je m'appelle Nathalie. Voilà, je voudrais savoir si on a des bons résultats en matière de prothèses de hanche ou de prothèses de genoux actuellement en 2025. Bien, merci Nathalie de cette question. Oui, les résultats sont globalement assez bons. Il faut bien comprendre que si on propose cette chirurgie, c'est que cette chirurgie est plutôt, entre guillemets, comme on dit, une chirurgie gagnante. C'est-à-dire qu'en fait, la balance bénéfice-risque entre le risque de laisser le patient douloureux sur sa prothèse, sur sa hanche ou son genou et le bénéfice qu'on va avoir d'aller mettre une prothèse, il est bien sûr au bénéfice de la mise en place d'une prothèse. Et donc fatalement, il y a des risques bien sûr de complications, mais que globalement, les prothèses de hanche essentiellement et même de genoux ont quand même très bonne réputation. Oui, pardonnez-moi docteur, la question de Nathalie est pertinente parce que les patients qu'on a interrogés, qu'on interroge, nous disent que ils ont de meilleurs résultats pour la hanche que pour le genou. Est-ce que c'est lié au fait que le port de charge, le corps repose sur le genou et moins sur les hanches? Alors en partie, mais surtout peut-être parce que la demande qu'a un genou en termes de mobilité est largement différente de celle qu'on demande à une hanche. C'est-à-dire? Une hanche, on n'a pas besoin d'énormément de flexion et d'extension dans la vie quotidienne, alors qu'un genou, s'il ne plie pas au-delà de 90, même 110 degrés pour aller descendre les escaliers, eh bien, ça pose un problème. Donc, la flexion-extension du genou est fondamentale pour la récupération d'une bonne fonction de la marche, de l'autonomie et, entre guillemets, de la mobilité dans la vie quotidienne. Alors justement, moi j'ai été impressionné parce que je suis allé tourner dans votre service pour Télématin et j'ai vu que vous étiez le chirurgien, bien sûr, avec toute votre équipe, mais vous aviez une précision microscopique de la pose de la prothèse. Vous savez, grâce à des instruments, grâce à des robots, où poser la prothèse pour que ça soit le mieux pour le patient. Tout à fait. Alors, on a pendant des années mis en place, et toujours maintenant d'ailleurs, mis en place des prothèses totales de hanche avec un certain nombre d'outils qui nous permettent d'améliorer la précision. En fait, pourquoi améliorer la précision? Parce que l'emplacement et le positionnement des implants de la prothèse est fondamental pour l'avenir et les résultats. Et donc, on a des techniques maintenant, des technologies nouvelles qui nous permettent d'affiner encore le positionnement. Alors, on parle de la robotisation, de la planification de la mise en place des prothèses. Effectivement, ce sont des outils qui actuellement sont très discutés parce que les moyens alloués pour acquérir ce genre de technologie sont quand même assez considérables d'un point de vue financier, mais que globalement, on a, et les études sont en cours, un bénéfice en termes de précision, puisqu'en fait, on va planifier une prothèse
et on va pouvoir, grâce à certains instruments, faire exactement ce que nous, on a planifié, c'est-à-dire ce que le chirurgien a planifié. Est-ce que ça veut dire que c'est une prothèse personnalisée au patient? Ce sont des implants non personnalisés, mais avec une implantation personnalisée. C'est-à-dire que la planification est choisie par le biais des connaissances que le chirurgien va avoir, et derrière, on a des outils maintenant qui nous permettent de fixer exactement l'implant comme on l'a planifié. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la robotisation. Voilà. On n'est pas sur l'intelligence artificielle, ça va venir, mais on est quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, quelles sont les indications? Qui sont les gens qui doivent bénéficier d'une prothèse de hanche ou de genou? Les usures. Les patients, alors il faut toujours avoir en tête que certains patients viennent et me disent voilà, le médecin m'a envoyé et j'ai de l'arthrose au niveau de la hanche, j'ai de l'arthrose, donc le vieillissement de l'articulation au niveau du genou. Est-ce qu'on opère les arthroses de la hanche et du genou? Non, on n'opère pas des radiographies, on opère des patients qui sont douloureux. Et donc si on a de l'arthrose sur la radiographie, ça ne veut pas dire forcément qu'il faille opérer le patient. Le patient qu'on va opérer, c'est le patient qui va dire effectivement, j'ai de l'arthrose, mais moi, dans la vie de tous les jours, je vois mon périmètre de marche qui est limité. J'arrive à faire 500 mètres, mais j'ai eu un peu plus de mal à les faire. Je monte et je descends les escaliers, mais surtout, par exemple, à la descente, j'ai du mal à descendre les escaliers. Pourquoi? Alors, juste une parenthèse. Pourquoi on a plus mal lorsqu'on descend l'escalier que lorsqu'on le monte? Parce qu'en fait, la mobilité et le schéma de marche fait qu'on a des contraintes probablement plus importantes à la descente. Tout dépend aussi si on parle de la hanche, on parle du genou, puisqu'en fait sur le genou les douleurs à la montée descente et descente des escaliers sont essentiellement dues à une partie de l'articulation du genou. Sur la hanche, effectivement, la flexion et l'extension, et surtout l'extension lors de la descente de la marche peut poser un problème, et donc fatalement ces gens viennent dire voilà, j'ai un problème, j'ai mal, et donc voilà, dans ma vie de tous les jours c'est maintenant trop contraignant. Et donc, à partir de là, on regarde la radiographie. Effectivement, s'il y a une corrélation entre ce que je vois à la radiographie et ce que le patient exprime en termes de douleur, c'est là où on va proposer une chirurgie prothétique en expliquant, bien sûr, quelles sont les modalités de cette chirurgie. Donc, c'est vraiment un travail comme ça. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque au-delà de l'usure? En d'autres termes, par exemple, est-ce que le poids peut être un facteur de risque de la pose d'une prothèse? Oui, tout à fait. Là, tout ce qui est charge supplémentaire fait qu'à un moment donné, non seulement il y a un risque de vieillissement peut-être plus important, par le biais effectivement de l'hypercharge qu'il peut y avoir sur l'articulation, mais aussi il peut y avoir effectivement un retentissement global sur les autres articulations qui vont influer, notamment je parle de la colonne vertébrale, qui va influer peut-être aussi sur la posture du patient et qui va peut-être aussi engendrer une usure prématurée des autres articulations qui sont en dessous, la hanche et le genou et même peut-être encore plus distal. Et donc oui, le poids est un facteur probablement déterminant, au point même de considérer le poids non seulement dans les facteurs de risque, mais également dans les facteurs de risque parfois de résultats plus modérés de ces prothèses-là, parce que on va demander à la prothèse finalement beaucoup plus de contraintes à supporter que quelqu'un qui aurait effectivement un poids, on va dire, plus idéal. Pascal Colombian continue par une question. Si j'envisage un jour de me faire une prothèse de genou et des hanches, est-ce qu'il y a des conditions pour être opéré en ambulatoire? Question. Oui, bien sûr, oui, excellente question. Et on développe de plus en plus. On a un virage actuellement qui est important tant dans le domaine privé que dans le domaine public de santé, qui est effectivement on va dire d'optimiser les parcours de soins et notamment de permettre aux patients d'éviter d'être trop hospitalisés avec effectivement les soucis qu'on peut avoir en termes d'hospitalisation. Donc l'ambulatoire, on rentre le matin, on sort le soir? Et on rentre le matin, on sort le soir. Donc on essaie de valoriser ça autant que faire se peut, mais il faut rester prudent. Et donc évidemment que ça ne s'adresse pas à tous les patients. Il faut pas... Alors quelles sont les indications? Parce que je sais que au CHU de Nîmes, où vous êtes chef de service d'orthopédie, vous avez une longue série de patients pour des prothèses de hanche en ambulatoire. Alors les conditions essentielles, elles sont médicales. Et il faut considérer l'habitus du patient. Un patient qui habite seul, c'est assez compliqué, et donc de lui proposer un retour à domicile. Mais les principales raisons qui limitent cette activité ambulatoire, c'est probablement l'état de santé du patient. Les patients qui ont des problèmes de cœur, on en a parlé juste à l'interview précédente, et les patients qui ont des problèmes globaux, qui sont sous anticoagulants, qui donc présentent un risque hémorragique plus important, un risque donc infectieux un peu plus important,
les patients qui sont insuffisants rénaux, qui ont des problèmes de reins, qui ont des problèmes Oui, mais globaux. tout ça à 70 ans, on peut réunir tous ces facteurs de risque. C'est bien pour ça qu'en gros l'ambulatoire est éligible assez peu fréquemment entre guillemets, c'est-à-dire en gros c'est 30%, 20 à 30% des patients qui passaient le filtre de la consultation d'anesthésie, c'est-à-dire là on va au-delà de la consultation de l'orthopédiste va déterminer l'importance des facteurs dits de morbidité, c'est-à-dire tous ces facteurs qui sont les facteurs limitants, et ben à partir de là, effectivement, au-delà de la consultation d'anesthésie, on peut considérer que 20 à 30% des patients peuvent être éligibles à une chirurgie ambulatoire. Vous en faites combien par an? En ambulatoire, on doit faire à peu près, pour parler de la hanche et du genou, on doit faire à peu près 300 à 400 prothèses totales de hanche de première intention, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas des reprises de prothèses, ça peut arriver aussi. Les patients qui ont des prothèses de genou, on est à peu près dans ces mêmes volumes, ce qui veut dire qu'au total, et là ça dépend du centre, nous on est plutôt à le développer pour la prothèse de hanche, peut-être pour certaines prothèses du genou, mais pas toutes. Et donc ça correspond à peu près à entre la hanche et le genou à entre 100 et 200 patients par an. Ce qui est considérable, ça suppose une équipe pluridisciplinaire, ça suppose des gens prêts à intervenir le plus rapidement possible. Tout à fait, tout à fait. Et pour faire le complément de ce qui avait été posé comme question, est-ce que les résultats sont bons? C'est pas forcément le chirurgien qui est responsable de ces bons résultats. Clairement, c'est le parcours du patient, c'est-à-dire qu'on a optimisé toutes les fibres qui constituent ce parcours avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention, avec des consultations qui sont dédiées justement où c'est des infirmières vont expliquer le parcours préalablement. Donc un patient qui est averti, c'est un patient qui va aller mieux. Bien sûr, mais c'est intéressant ce que vous dites. Par exemple, quelqu'un qui est en surpoids, voire en obésité, est-ce que vous lui dites, il faut que vous perdiez du poids avant l'opération? On essaye, c'est pas forcément facile de dire à des patients qui ont des surcharges pondérales écho. Souvent, on fait l'effort de perdre du poids, de perdre du poids. Il y a des contextes chez les patients qui ont le diabète notamment, qui sont des contextes particuliers où il est difficile parfois de perdre du poids et on est confronté, nous chirurgiens, à la difficulté opératoire d'aller opérer ces patients parce que ces patients sont plus complexes à opérer quand ils sont dans des obésités, voire obésité morbide, que effectivement des patients qui ont des poids plus idéaux. Donc on essaye de leur faire passer l'information et on essaye de les conduire, si ils n'ont pas été dans ces circuits, vers des circuits qui leur permettent d'avoir une consultation auprès d'un diététicien pour essayer d'optimiser et améliorer leur nourriture. Et puis derrière, parfois, leur proposer, si jamais tout ça a été essayé, et s'ils sont bien sûr d'accord, une consultation auprès d'un chirurgien digestif pour voir s'il y a des chirurgies éventuelles digestives qui permettraient de leur faire perdre du poids. Alors je reviens sur ce que j'ai vu lorsque je suis venu en tournage chez vous à Nîmes, un patient opéré en ambulatoire d'une prothèse de hanche et je le voyais marcher juste après ou quelques heures après l'opération avec une béquille certes, mais il marchait. C'est important de remettre le patient tout de suite dans le bain. Tout à fait. Tout à fait, c'est fondamental et on a des implants qui nous permettent de faire marcher les patients tout de suite après. Sauf événement particulier, un patient qui a une prothèse totale de hanche ou de genou doit marcher d'emblée dessus. Voilà. Et donc ça fait partie des consignes qu'on laisse dans les services, les consignes qu'on laisse dans l'éducation de nos assistants, l'éducation des équipes soignantes et notamment des kinésithérapeutes et des infirmières, c'est de mobiliser rapidement le patient pour justement éviter les complications liées à l'immobilisation qui sont notamment les phlébites, qui sont des complications qu'on appelle de décubitus. Donc on évite ça, on verticalise et on remet les patients en charge autant que faire se peut en leur disant même, vous avez des cannes béquilles, par exemple pour les prothèses totales de hanche, mais vous pouvez les enlever dès que possible. Et donc il y a une espèce d'appréhension actuelle et de demande du patient qui, à l'époque, demandait un centre de rééducation pour aller se faire opérer. On a une transition complète où on essaie de réautonomiser les patients en leur expliquant que non, le centre de rééducation, en tout cas pour une prothèse totale de hanche ou de genou standard, n'est pas nécessaire forcément et qu'un kinésithérapeute de ville va tout à fait être en mesure de pouvoir prendre en charge les suites opératoires de ce patient. Donc effectivement, les gens ont moins peur ou les gens ont toujours cette appréhension de subir une intervention? Culturelle. Je pense qu'il y a un problème culturel qui dépend de la région dans laquelle on habite aussi. Alors chez vous? Chez nous, à Nîmes, on a assuré la transition parce que ça fait 15-20 ans qu'on essaie de l'assumer et que comme tout travail, ce travail est parfois un peu besogneux et l'information, c'est toujours pareil, il faut qu'elle soit intégrée par le patient, par la mentalité aussi locale, par les médecins qui sont de plus en plus convaincus que ces parcours qui sont quand même des parcours courts et essaient de les valoriser. Donc oui, il y a un changement des paradigmes
clair sur la prise en charge globale du patient. Et c'est pour ça que je disais, bon, une prothèse de hanche et de genou, oui, c'est bien, on sait la mettre, on la met pareil qu'il y a quelques années. Finalement, c'est pas, même si on a des outils performants pour mieux la mettre peut-être, mais on la met pareil. Et ce qui a été optimisé probablement, c'est tout ce qu'il y a autour en termes d'information, en termes de prise en charge de la douleur, qui a permis aux patients de récupérer probablement plus facilement. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de l'arthrose, c'est une maladie arthrosique. Prenons l'exemple du genou. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de restaurer le cartilage, le coussinet qu'il y a entre... Vous voyez, si je prenais l'exemple de... Voilà, je vous montre à l'antenne. Voilà, s'il y avait... Non, on n'arrive pas à me voir. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, on voit que le genou, il y a, entre les deux parties du genou, il y a comme un coussinet qui n'est plus là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des médicaments pour restaurer ce cartilage qui fait défaut? Alors, il y a des études qui sont en cours sur la restauration cartilagineuse. Pour l'instant, on est sur de la substitution, dans le meilleur des cas, mais dans les cas d'arthrose, on a simplement comme réserve possible de chirurgie qui ne motiverait pas la mise en place d'une prothèse, des chirurgies qui évitent ou retardent l'usure. Par exemple, quelqu'un qui a une morphologie où le genou appuie sur la partie intérieure du genou, on va pouvoir, si la partie intérieure est très sollicitée, lui proposer une chirurgie qui lui permettrait d'éviter de trop solliciter la partie interne du genou, par ce qu'on appelle les osteotomies, donc des choses qui permettent de décharger les zones sensibles. Ça, c'est possible. Est-ce qu'on en est pour l'instant à pouvoir traiter l'arthrose sans mettre de prothèse? Mis à part d'essayer de calmer la douleur, on n'a malheureusement pas pour l'instant des médicaments en tout cas pertinents pour pouvoir aller améliorer les statuts cartilagineux sur ces arthroses qui, par définition, sont la destruction du cartilage au niveau de l'articulation. Et c'est ça qui fait mal, c'est le os à os qui fait mal. Alors justement, tout à l'heure, vous nous disiez l'âge moyen, Ouais. mais moi j'ai rencontré des jeunes patients, alors certes des sportifs, mais peut-être des non-sportifs à qui on a proposé une prothèse de genou. Oui. Alors, on essaie de retarder le maximum. Le problème, c'est que... Et ils sont très contents. Alors, le souci, c'est que pendant très longtemps, on disait que la prothèse de hanche ou la prothèse de genou, et surtout pour la prothèse de hanche, ça ne durait que 10-15 ans. Donc, fatalement, les gens avaient peur. Et donc, et nous, chirurgiens, on n'aimait pas proposer cette solution parce qu'on savait que dans 10-15 ans, peut-être que cette prothèse serait à refaire. Après, il y a un double raisonnement. On est avec des implants qui sont de plus en plus résistants à l'usure et qui sont travaillés par les sociétés, par les compagnies pour justement nous livrer une belle résistance. Et deuxièmement, on a besoin de la hanche finalement quand on est jeune. Et donc c'est là où on a besoin d'une demande plus importante. Et c'est vrai que si on ne propose pas ce type de chirurgie à des patients jeunes, c'est leur faire perdre peut-être une des possibilités de récupérer leur activité et souvent leur activité sportive. Est-ce qu'on peut faire du sport avec une prothèse? C'est une autre question. La réponse est certains sports sont effectivement plutôt non recommandés, voire contre-indiqués, mais globalement, un patient qui arrive pour une prothèse de hanche notamment peut raisonnablement, avec certains types de prothèses, reprendre des activités sportives assez soutenues. Donc, faut pas que ce soit l'élément limitant. Deux raisons, entre guillemets. Un, la qualité des implants probablement qui a vraiment largement évolué depuis les 40 précédentes années. Et la deuxième chose, c'est permettre au patient qui finalement est douloureux dans sa vie quotidienne et qui a une demande importante, de lui permettre de récupérer en grande partie, l'activité qu'il souhaite récupérer. Alors justement, ça c'est positif, ça aide les gens, ils sortent de cette torpeur douloureuse, mais parfois, lorsqu'on est opéré, il peut y avoir des problèmes post-opératoires. Quel type de problème on peut rencontrer? Alors tout dépend de l'articulation qu'on traite, mais on va pas toutes les citer, mais ce qui est important, c'est d'informer le patient. C'est-à-dire en gros, quand on lui dit voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut vous mettre la prothèse parce que dans votre vie de tous les jours, il y a trop d'impact de cette douleur et de cette arthrose dans votre vie. Voilà les bénéfices. Globalement, voilà les résultats en gros qu'on peut espérer. En gros, les prothèses ont quand même des bonnes réputations, mais derrière, il y a effectivement des risques. Et puis, effectivement, ces risques sont des risques, on va dire, limités en termes de pourcentage, mais ils existent. Alors, pour une prothèse totale hanche, clairement, il peut y avoir l'inégalité de longueur, c'est-à-dire on restitue pas forcément à la même longueur d'un côté comme de l'autre. Il peut y avoir... C'est de l'ordre de combien de millimètres? Alors, en deçà de 1 centimètre, centimètre? En deçà d'1 centimètre, ça pose pas de problème, parce qu'en fait, on a tous parfois des inégalités de longueur sans le savoir.
Au-delà, et en fonction des gens, s'ils ont un bassin qui est souple ou pas, ça peut poser parfois des problèmes. La luxation est un autre. C'est quoi exactement? Alors luxation, c'est quand en gros, faut comprendre qu'une prothèse totale de hanche, c'est une boule dans un vasque. Et donc, si la boule sort de ce vasque, et ben fatalement, il y a une luxation, et donc ça peut vraiment engendrer des problèmes de rechirurgie, c'est-à-dire on va réduire, mais effectivement, s'il y a encore des récidives et que ces récidives sont fréquentes, il faudra réopérer le patient et comprendre pourquoi il se luxe. Ça peut être l'infection, puisqu'en fait, ce qu'on redoute finalement, nous, le plus dans notre pratique, c'est pas forcément les causes mécaniques, mais plutôt les causes infectieuses. Alors justement, le risque infectieux, est-ce que quelqu'un qui a des infections au niveau dentaire, est-ce que, comme pour le myocarde, pour le cœur, cette bactérie peut circuler et se loger dans le cœur? Est-ce elle peut se loger au niveau de la prothèse? Ça peut tout à fait se loger. C'est pour ça que les mauvais états dentaires sont à dépister préalablement à la prothèse et qu'il faille faire un check complet du patient à consultation ici pour orienter, en cas de mauvais état dentaire, les patients préalablement à la chirurgie vers un chirurgien odontologique, enfin un dentiste. Alors si parfois cette infection a lieu et on est obligé de réopérer, de changer la prothèse, c'est fréquent, c'est pas fréquent, c'est quoi? Alors Dieu soit loué, c'est pas fréquent, mais quand quand ça arrive, c'est pas souhaitable. Soit on dépiste l'infection assez tôt, c'est-à-dire dans un délai de, alors ça dépend des séries, mais en gros dans les premières semaines, on va dire. À ce moment-là, ça motive simplement un certain type de chirurgie qui consisterait pas forcément à tout changer de la prothèse, mais quand on est au-delà d'un certain délai, on a une contamination entre la prothèse, donc l'implant et l'os, qui fait que même si on lavait simplement, ça ne pourrait pas suffire. Et donc dans ces cas-là, souvent on propose aux patients de enlever les implants, de bien nettoyer, de remettre des implants en place. Ce qu'on appelle la chirurgie de dépose-repose prothèse, où on va faire des prélèvements pendant l'intervention, mettre une antibiothérapie probabiliste jusqu'à l'obtention des résultats, et à ce moment-là et s'adapter aux résultats qu'on aura pendant l'intervention, tout en ayant fait un changement à la fois en un temps, c'est-à-dire en fait on enlève et on remet dans le même temps opératoire. Alors on a parlé de deux articulations, hanche, genou, on aurait pu parler aussi de l'épaule. Oui. Mais on a une troisième et dernière question à vous poser. Dernière question par rapport aux chevilles. Existe-t-il des prothèses de cheville et est-ce que ça fonctionne? Oui, il existe bien sûr des prothèses. On estime à environ 600 par an en France. C'est ça. Donc en fait, c'est pas l'articulation la plus exposée à la mise en place d'une prothèse, mais on peut tout à fait, là encore, selon les bonnes indications, parce que c'est quoi les bonnes indications? Ce sont des arthroses qui sont centrées. Ce sont des patients qui sont sélectionnés de façon assez précise par rapport à un environnement qu'il y a autour de l'articulation de la cheville qui est permissif pour que la prothèse puisse bien marcher. Parce qu'en fait, la cheville, c'est assez complexe parce qu'on a toutes les articulations du pied, qu'on appelle le talon, l'arrière-pied et puis l'avant-pied, qui fait que l'analyse doit être globale pour savoir si effectivement vous mettez une prothèse dans de bonnes conditions, qu'elle puisse marcher mécaniquement, favorablement, oui, non. Donc il y a certains critères de sélection qui font que. Vous en faites, vous, des prothèses de cheville? On a dans notre centre, on a effectivement un chirurgien référent et qui fait de la prothèse de cheville, et ces prothèses sont insérées dans le cadre d'un registre d'ailleurs français, donc ils sont bien suivis. Dans le cadre d'un registre français, il y a plusieurs sites en France qui proposent cette chirurgie. Il faut pas se rater, hein, parce que là, une prothèse de cheville, comme vous venez de le dire, c'est différentes structures au niveau de la cheville. Il faut pas se rater, parce que là, c'est la marche du patient qui est en cause. Est-ce que ce sont des gens qui ont eu plein d'entorses pour lesquels rien ne marche? C'est quoi l'indication de la prothèse de cheville? C'est l'arthrose. C'est-à-dire, en fait, ce sont des patients qui sont douloureux, qui ont une configuration globale autour, en termes de ligaments et en termes de morphologie du pied qui soit conservée, et qui ont de l'arthrose de l'articulation élective, qui est l'articulation entre le tibia et donc et le talus, qu'on appelle, c'est-à-dire en gros l'articulation de cette cheville là-haut. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche, Oui. qui va se développer, ou est-ce que vous avez le sentiment que pour l'instant c'est stable? Non, je pense que les indications restent stables. Globalement, il n'y a pas une augmentation majeure de ces prothèses en France. Donc c'est pas effectivement la prothèse qu'on met le plus souvent, hein. Autant les prothèses d'épaule, les prothèses de hanche, les prothèses de genoux sont des prothèses quand même clairement beaucoup plus facilement positionnées. Autant la prothèse de cheville est plus discrète. Donc c'est vrai que les indications sont probablement plus discrètes. Elles peuvent se
se déterminer parce que il y a une part aussi, on a parlé de l'arthrose, mais il y a aussi des pathologies rhumatismales qui peuvent être à l'origine de la dégradation de l'articulation. Et dans ce cadre-là, par exemple, les prothèses de filles peuvent être une solution à condition, là je vous dis, d'être dans une configuration favorable pour la mettre. Professeur Kouyoumdjian, on arrive au terme de cette émission. Quel est le message à faire passer? C'est qu'aujourd'hui, ces prothèses marchent bien, vont se développer. Il y a quand même une petite différence en termes de qualité, pas de qualité, mais de résultats entre le genou et la hanche. Comment ça va évoluer tout ça? Est-ce qu'on demain on va avoir un homme avec ou une femme avec des prothèses très facilement posées? Alors, je crois que ça va évoluer fatalement par le biais de la réflexion sur le vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vieillissement qui est évident. On a une demande fonctionnelle de plus en plus importante, considérant le vieillissement, et les patients qui ont maintenant 60, 70, voire 80 ans, qui sont très actifs, et fatalement qui ont besoin d'avoir une fonction préservée. Donc, ces patients-là, il faut absolument qu'ils puissent consulter pour voir s'il y a des moyens de les améliorer. Il ne faut pas rester forcément avec de la douleur. Il faut démystifier finalement cette chirurgie-là, parce que beaucoup de gens ont peur. C'est-à-dire, on dit, oh là, on va mettre une prothèse, mais c'est quoi exactement? C'est de la ferraille, etc. Je crois qu'il faut démystifier. Il faut dire qu'à un moment donné, on peut apporter quand même beaucoup plus de bénéfices qu'il y a de risques et de complications à apporter aux patients quand on met ces prothèses. Donc, consulter, aller voir un chirurgien et ne pas hésiter à se faire opérer quand réellement les douleurs sont présentes. C'est vrai que les gens que nous avons rencontrés pour préparer cette émission nous ont tous dit, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est la réflexion qu'on a souvent. Alors évidemment, c'est toujours pareil. C'est la réflexion qu'on a quand le résultat est bon. Et globalement, je vous dis, dans 80-90%, pour parler des résultats, on a de bons à très bons résultats. Alors nous, on a des scores même qui nous permettent de voir si le patient est amélioré ou voir s'il a oublié sa hanche. Alors la hanche, on l'oublie facilement, la hanche. Alors la hanche, on l'oublie dans 80-90%. Ce qui veut dire qu'on a quand même des bons résultats sinon. Bon, des complications évidemment qui grèvent, mais qui sont heureusement avec un pourcentage faible. Mais il y a des patients qui disent oui, moi j'ai une douleur, j'ai la hanche, mais j'ai toujours un petit peu de douleur quand même avec ma prothèse, etc. Donc le score qu'on appelle de hanche oubliée, c'est le patient qui va dire finalement j'ai absolument aucune douleur et j'ai oublié complètement le fait que j'avais des douleurs au niveau de la hanche et j'ai oublié ma prothèse. C'est ça le score oublié, c'est j'ai oublié ma prothèse. Et donc effectivement, on a plus cette notion dans la prothèse totale de hanche probablement que dans la prothèse de genou. Comment ça va évoluer? Est-ce que demain, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir des résultats encore meilleurs? Et puis, une question parallèle aussi. Vous êtes un service de référence en France. Est-ce qu'on doit se faire opérer partout? Partout, il y a des gens qui peuvent poser des prothèses ou il faut aller dans des centres de référence? Je pense qu'il faut sélectionner les centres de référence, mais c'est la définition du centre de référence. Je pense qu'un chirurgien orthopédiste bien formé, c'est mettre une prothèse totale de hanche, quels que soient les outils qu'il utilise. Donc, effectivement, on est dans certains centres à avoir des outils un peu perfectionnés. Maintenant, c'est à ces centres-là de voir s'il y a une plus-value vraie de ces outils-là sur le résultat fonctionnel d'une prothèse. Ça, c'est un autre problème, mais globalement, je pense qu'on est tous formés. Quand un chirurgien s'installe pour mettre une prothèse totale, enfin, sur la chirurgie du membre inférieur, il est formé pour faire de la prothèse totale. Donc, on peut aller entre guillemets, où on peut, le plus proche de chez nous. Je pense que le médecin traitant a un rôle fondamental dans le parcours de ce patient, et il faut se référer au médecin traitant qui orientera au mieux, je pense, le patient vers les centres dédiés. Et pour revenir à l'intelligence artificielle, oui, est-ce que ça va évoluer, améliorer les choses? On est à planifier des prothèses avec des outils performants. Est-ce que l'intelligence artificielle va améliorer? Peut-être si on arrive à donner toutes les configurations posturales du patient. Essayez d'être concret sur l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? On va rentrer des datas dans les appareils et grâce à ça, on pourra positionner encore mieux qu'aujourd'hui? Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On planifie. C'est le choix du chirurgien, considérant en gros les études qui ont été faites et comment il faut positionner un certain nombre les implants lors de la prothèse, et puis on va déterminer une planification. Et on a, ce que j'ai développé dans mon centre notamment, la capacité d'appliquer précisément, comme on parlait au degré près, mais précisément la planification qu'on a déterminée pour la mise en place de l'implant. Mais ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est simplement de la robotisation. C'est une aide opératoire qui est performante certes, mais qui reste qu'une aide. L'intelligence, ce serait de dire voilà, le patient, c'est ça.
c'est-à-dire tous les paramètres, on va dire, de la posture, sans entrer dans le détail, de les rentrer, et qu'à un moment donné, l'intelligence nous dise, voilà, pour ce patient-là, considérant sa capacité posturale, ses mobilités actuelles, etc., vaut mieux positionner les implants de telle façon-là. Donc là, on n'est pas encore à ça. Est-ce que c'est fondamental? On a une tolérabilité quand même des prothèses qui sont pas personnalisées, mais avec une implantation qu'elles seraient, mais qui sont pas personnalisées, qui restent très bonnes. La preuve, c'est qu'on met des prothèses depuis des années. Donc, est-ce qu'il y aura une plus-value à l'intelligence artificielle? Probablement dans l'analyse de le parcours du patient, peut-être. Dans l'implantation, on est déjà assez optimal. Certes, la planification aidée par l'intelligence artificielle peut être un atout, d'où l'intérêt de développer des big data et de référer les patients et de récupérer les paramètres de tous ces patients. En espérant que le maître d'œuvre reste l'humain, reste le chirurgien, on peut imaginer demain un peu comme un GPS qui vous propose une route, mais vous choisissez une autre route parce que vous pensez que c'est la plus rapide, que ça puisse marcher. Professeur Kouyoumdjian, on arrive au terme de cette émission. Je voulais vous remercier infiniment d'être venu jusqu'à Alfortville pour nous parler de votre passion, parce que c'est une passion, c'est une vocation, en espérant que les messages que vous avez fait passer aux gens qui vont prochainement se faire opérer d'une prothèse de hanche soient un peu rassurés. C'est en tout cas l'objectif que vous avez affiché aujourd'hui. Écoutez, oui, j'espère que le message a été audible. Merci en tout cas de cette invitation. C'est toujours touchant de venir sur le plateau de cette émission. On était venus, effectivement, on avait partagé ensemble un moment de cette émission sur le mal de dos, et c'est toujours un plaisir de venir. Donc merci encore de m'avoir invité. Vous reviendrez ? Avec plaisir. Bonne journée à tous et bon week-end.